Bonjour et bienvenue sur UTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur internet et particulièrement sur YouTube. Et pour cette discussion, on est deux, donc Léo et moi-même Viviane. Et aujourd'hui, on va parler de faire de l'édition alors qu'on est vidéaste. Ouais. Toi, t'as déjà de l'expérience là-dedans ? Deux expériences là-dedans. Deux expériences. Ouais. Donc un livre et une BD. Moi, j'ai fait partie des auteurs aussi d'un livre collaboratif et puis je suis en train d'écrire un livre qui va sortir l'année prochaine aussi. Ok. Donc j'ai un début d'expérience là-dedans. Cool quand même, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc on va voir vraiment plusieurs thèmes dans ce podcast et on va commencer déjà par un truc tout simple. Pourquoi faire de l'édition ? Vas-y, réponds-toi. Moi je réponds, ouais. Ok. Moi j'aime beaucoup faire des vidéos, mais j'avais envie de faire ce livre en fait, tout simplement. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Et puis c'est pas une idée qui allait se transformer facilement en vidéo. Et je trouvais que l'écrit était un meilleur vecteur de ce dont je voulais parler. Et donc simplement j'ai eu envie. Et donc pourquoi ? C'est parce que j'ai envie. Ouais. Puis il y a un truc aussi en France, c'est que faire un livre, enfin même pas qu'en France, mais faire un livre c'est un petit peu mieux vu, c'est un peu... C'est un projet, t'as fait un livre. Je pense que c'est la même chose au Québec. Sans doute, oui. C'est vrai que ce côté un peu noble du papier, c'est assez universel. Faut dire que YouTube a aucun côté noble dans la culture. En tout Surtout cas pas en France. Aux États-Unis, ça vient ainsi quand même. Ils sont surtout en vulgarisation, ils ont une certaine crédibilité, mais en France, non. Ouais. En France, que dalle. Toi, tu l'as fait pour la crédibilité ? Non, alors, attends, moi je fais des bouquins, genre la BD, qu'est-ce qui a moins de crédibilité que la BD, quoi. C'est vraiment un truc, que tu fais une BD, c'est pour les enfants, en France, il y a un public de convaincus qui savent que la BD, ça peut être pour adultes et tout ça, mais c'est pas un média vers lequel tu vas si tu cherches de la légitimité, quoi. Et puis le bouquin, le premier livre papier, c'était des articles de blog, à la base. Donc le blog aussi, c'est pas un truc très très légitime ou quoi en France. Non, c'était pas du tout ça. Non, c'était vraiment la thune, l'argent. Non plus parce que ça, la BD c'est le secteur de l'édition, peut-être avec l'édition jeunesse où il y a le moins d'argent, donc tu vas clairement pas là pour vivre. Pour te faire plein de thunes. Et puis le bouquin, c'est pas non plus, je t'ai considéré comme un premier auteur et tout, enfin, c'est pas un truc qui a généré énormément d'argent non plus. Qu'est-ce que tu veux dire, t'es considéré comme un premier auteur ? Parce que, alors, pour revenir à l'histoire, ce bouquin-là, il a été écrit entre 2013 et 2014. En fait, même, non, entre 2013 et 2013, pour de vrai. Et je l'ai soumis à un éditeur fin 2013, il l'a accepté en 2014, et il a été publié en 2015. Donc, tu vois, il y a eu une longue période. Et à l'époque, donc quand il est sorti, surtout quand on a signé le contrat en 2014, il y avait quasiment pas de livre de youtubeurs, ça existait pas. Le concept était, tu vois, c'était pas. Il y avait Patrick de Axolot qui avait fait quelques trucs, quelques BD. Il avait auto-édité des bouquins, mais au niveau légitimité auprès des éditeurs, il y avait que dalle. Donc moi, mon éditeur, il a pris un risque en se disant, je vais prendre ce gars-là qui a écrit. En plus, moi, je commençais à peine la chaîne à ce moment-là. L'éditeur s'est dit, ce gars-là, il y a un truc avec son blog. Il a accepté le manuscrit, et j'avais pas encore commencé la chaîne YouTube, qu'il avait déjà accepté le manuscrit. Donc, en fait, tout le long, toute la discussion, c'était vraiment, j'étais un premier auteur, mais pas un vidéaste. À aucun moment, j'étais une célébrité qu'on allait, tu vois. Donc ça, c'est Léo Grasset, c'est pas de hortibiologie du tout. À aucun moment, c'était dans la balance. Et d'ailleurs, ça se voit dans le contrat, parce que tu fais pas la même offre à une personne qui a une audience que tu sais que tu vas pouvoir vendre, et à un mec qui est personne, et tu te dis, c'est juste, je vais lui donner sa chance parce que je pense qu'il peut faire des trucs cool. Donc j'étais vraiment considéré comme un premier auteur, et à un premier auteur, tu fais pas un contrat très intéressant. Donc ce que tu appelles un premier auteur, c'est une personne qui publie pour la première fois en tant qu'auteur. Et qui a qui a pas d'audience, ou qui a pas d'argument de vente. Donc c'est vraiment une personne random qui va faire un bouquin, et lui, c'est un premier auteur. Et en général, ce contrat-là n'apporte pas d'argent. Voilà. Ou très peu. Et justement, en parlant de contrat, comment est-ce que toi t'as trouvé le contrat ? Parce que t'as juste envoyé ton manuscrit puis pouf, ça a marché. Ouais, alors celui-là, donc ça, moi j'avais des articles de blog. Ouais. J'ai basiquement tout mis dans un gros document Word, et puis j'ai envoyé à, je dirais, une dizaine d'éditeurs qui faisaient de la vulgarisation scientifique en France, qui me semblait intéressant. Alors il y avait Belin, Albin Michel, Seuil, Flammarion, enfin voilà, j'ai fait des grands noms, quoi. Et il y en a qu'un qui a répondu positivement, c'est Seuil. Donc on a fait cool. Et franchement, c'était un pari, parce que adapter des articles de blog au bouquin,
même à l'époque, ça se faisait pas des masses, et surtout, ça se faisait pour des gros blogs. Moi, mon blog, il était inconnu au bataillon, mon nom était inconnu, donc il a vraiment pris un risque. Donc ça, c'est cool. Et pour trouver le contrat, pour le livre collaboratif qu'on a fait avec le Café des Sciences, ça, c'est arrivé dans ma boîte mail, et vous faites partie du Café des Sciences, est-ce que vous voulez participer à ce livre? Donc j'ai vraiment pas eu à aller le chercher. Pour le livre que je suis en train d'écrire maintenant, je voulais écrire ce livre-là, et au moment où je voulais le faire, j'avais, disons, une sorte d'agence d'artistes, c'est pas un network, je pense pas que ça existe en France, mais une sorte d'agence d'artistes, à qui j'ai dit, moi, un de mes projets, c'est de faire un livre. Ouais. Et c'est eux qui sont allés démarcher les maisons d'édition. Et puis finalement, j'en ai rencontré juste 2 des maisons d'édition. Ouais. Une qui était vraiment pas dans mon idée. Et puis l'autre qui avait l'air assez ouverte à mon projet. Donc moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ça, c'est super important. Ça, trouver le bon éditeur, c'est hyper important. Je me rends peut-être pas compte. Parce que toi, est-ce que c'était important que tu ailles chez qui? C'est Seuil? Non, j'ai eu de la chance. Dans les 2 cas, j'ai eu de la chance en fait. Seuil, c'est une maison d'édition qui est super ouverte, ils font des trucs très cool et ils sont très sérieux. Tu vois, j'aurais pu tomber. Il y a des collections chez Hachette, ils ont un truc qui s'appelle First Edition où en fait il y a pas vraiment. Enfin, il y a la moitié de la merde, la moitié des bons trucs, tu vois. Et il y a plein d'éditions comme ça où il y a Brass en fait, ils publient en permanence et du coup t'as pas vraiment une relation particulière avec l'éditeur, t'as pas vraiment de retour, ça se trouve tu peux publier n'importe quoi et ils s'en foutent parce que tu fais partie d'une cohorte d'auteurs qui seront dans le même batch quoi. Donc faut vraiment trouver le bon interlocuteur en face et puis le mec qui a un peu ta philosophie, ça c'est chouette, qui voit un peu le projet comme toi tu le vois, c'est cool. Delcourt c'est pareil, Delcourt on s'est vraiment entendu, il lançait la collection, on s'est dit vas-y on a peut-être un truc à faire. Et il se trouve que là, on est parfaitement en ligne sur le projet, quoi. Il n'y a eu aucun moment où on s'est dit, ces gens-là, ils sont là pour la thune ou ils sont là pour. Enfin, il n'y a eu aucun moment où on s'est dit, c'est pas le bon contact. Donc ça, c'est vraiment important pour les vidéastes qui voudraient faire de l'édition. D'une part, profitez du fait que vous avez déjà une audience pour aller voir des éditeurs et un petit peu l'amener devant. Sur la table de négociation. Ouais, sur la table de la négociation, quoi, et en profiter pour interagir. En plus, maintenant, les éditeurs sont hyper open à ça, parce que ça se vend. Tout le monde le fait. Ouais, tout le monde le fait, et c'est ça. Et il y a 3 ans, ça se faisait pas du tout. Aucun ne le faisait, enfin, quelques rares qui osaient faire le truc, mais maintenant, ça se fait, donc faut y aller. Et puis, par contre, faut être exigeant et pas hésiter à discuter avec différents éditeurs en même temps pour voir lequel est le plus adapté, quoi. Alors justement, peut-être qu'on peut parler de comment négocier le contrat, les points clés qu'on retrouve dans tous les contrats. Moi, j'ai eu 2 contrats vraiment qui avaient pas du tout la même gueule entre les 2 livres. Et déjà, quelque chose à dire, c'est qu'on n'a pas le droit de dire comment on a négocié nos contrats. On n'a pas le droit de dire ce qu'il y a dans nos contrats, donc on va rester forcément très générique à donner des grandes lignes, mais on n'a pas le droit de dire c'est confidentiel ce qu'on a négocié. Moi, en tout cas, j'ai signé une clause de confidentialité. Moi aussi, j'ai signé une clause. Ouais. Mais vas-y, commence toi peut-être. Parce que t'es passé par une agence, donc c'est. Ouais, je suis passé par une agence, mais une fois que je suis rentrée en contact avec la maison d'édition, l'agence. C'est remis en retrait. Ouais, c'est toi qui as l'agence. Disons qu'il y avait plus vraiment d'intérêt qu'ils soient là. Eux, ils étaient là pour faire le lien. D'accord. Et puis de toute façon, je suis plus avec l'agence maintenant. J'ai arrêté mes liens. Mais donc pour moi, j'ai l'impression pas mal négocié mon contrat. Il y avait des choses qui me convenaient, des choses qui me convenaient pas. Je pense qu'il y a des points sur lesquels il faut faire attention. Il y a déjà au niveau de l'argent, on a d'abord on nous propose un avaloir, donc qui est une quantité d'argent qu'on va nous donner avant même que le livre soit terminé. Ouais, c'est une avance quoi. Une avance. C'est ça, c'est une avance. C'est pas en plus de ce qu'on va gagner. Et donc on peut négocier cet avaloir là. Puis il y a le pourcentage qui va être sur le prix de vente du livre, on va avoir un certain pourcentage qui va nous revenir. Puis ça c'est par palier, de 0 à 5000 livres vendus par exemple, on va avoir tant de pourcentage, en dessous de 10% très certainement, pour un premier livre en tout cas. De 5000 à 10 000 livres, ça va être un autre pourcentage, un petit peu plus élevé. De 10 000 et plus, ça doit dépendre des contrats, ça va être encore un autre pourcentage. C'est à peu près la même, chose. C'est ça. Le truc, par contre, qu'il faut retenir, c'est que donc la valeur, c'est vraiment un cachet qui est donné d'un coup pour que tu puisses vivre pendant que tu écris le livre, ce qui est mieux parce que si t'es mort, tu peux pas écrire le livre. Et c'est beau, c'est une belle réflexion. Ouais, je fais de la science. Et le truc, c'est que cet avaloir-là, en fait, c'est un prêt entre guillemets que fait l'éditeur parce que sur les premières ventes du livre, on va pas toucher ce pourcentage-là. Il va servir à rembourser
l'avance. Donc en gros, si l'éditeur t'a donné une très belle somme qui est 10 000 euros, genre, ça n'arrive pas, en tout cas pas au premier auteur, mais maison qui te donne 10 000 euros, t'écris le bouquin, et ben toutes les premières ventes du livre, ta part du livre va servir à rembourser ces 10 000 euros, et tu vas commencer à avoir les pourcentages du livre une fois que tu auras dépassé ces 10 000 euros. Voilà. Mais si tu as réussi à avoir 10 000 euros et que le livre n'arrive pas à se vendre suffisamment pour faire 10 000 euros, on le garde. Tu le gardes. Oui, c'est ça. Donc l'auteur est quand même assez protégé en France. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs, faut faire attention sur les contrats. Donc toutes ces histoires de pourcentage et tout, c'est très difficile de négocier avec les éditeurs parce que ils ont des budgets très contraints et surtout qu'en général on n'a pas vraiment le levier de négociation en tant que vidéaste, à moins que vous soyez un très très gros vidéaste où tout le monde est sûr de se faire beaucoup d'argent. Donc dans ce cas-là, on peut y aller, toucher au pourcentage, tout ça. La valeur, c'est plus facile d'y toucher parce que en général c'est assez justifiable le fait que il me faut tant d'argent parce que j'ai tant de mois à passer sur ce livre. Par contre, les trucs à vraiment faire attention, c'est deux choses pour moi. C'est les droits d'adaptation audiovisuelle, parce que si vous êtes vidéaste, vous faites de la vidéo, donc l'audiovisuel, vous le faites déjà. Ça sert à rien de donner vos droits à un éditeur qui va servir à rien pour l'audiovisuel. Enfin, il vous apportera rien, donc il n'y a aucune raison qu'il garde les droits de ce truc-là, d'adaptation. Et l'autre truc, c'est le droit de préférence. Toi, tu as signé ton droit de préférence, tu sais ça? Ou tu l'as fait sauter? Je pense que j'ai pas le droit de répondre à cette question. C'est ton truc. Moi, je peux le dire parce que je m'en fous. Mais en gros, droit de préférence, c'est un truc qui fait que quand on fait un livre avec un éditeur, le droit de préférence stipule qu'on est censé proposer le prochain projet à cet éditeur. C'est une sorte de droit un peu féodal où on est attaché sur les prochains projets au même éditeur. Typiquement, moi, l'éditeur, il m'avait demandé si je pouvais pas tous mes prochains projets d'édition, d'abord les proposer à Seuil avant de les proposer à un autre éditeur. Et moi, je n'étais pas d'accord parce que je voulais juste que ce contrat touche ce livre, ce projet, et pas un autre. Après, ça a du sens, le droit de préférence, quand c'est un truc de série. Genre Grande Aventure du Sexe 2, je vais pas le faire chez Dupuis ou quoi. Ce serait pas cohérent. Ouais, ça a aucun sens. Donc là, oui, c'est normal qu'il y ait un droit de préférence là-dessus. Mais sinon, faut faire attention et pas se... négocier. Parce que c'est toujours des histoires de défendre ses intérêts, et l'éditeur défend ses intérêts, et voilà. Donc faut pas hésiter à négocier là-dessus. Puis regardez aussi pour moi c'est particulièrement pertinent parce que je suis au Québec, mais l'essentiel du public est en France. Donc pour moi, il y a eu un vrai regard à porter sur combien de droits je vais toucher sur un livre vendu à l'étranger. Ouais. Donc ça aussi, il faut... moi, typiquement, moi je retourne sur 2014, quand je signais ce contrat, et je m'en foutais. Enfin, j'étais premier auteur, j'avais aucun levier de négociation avec ma chaîne YouTube. Personne, quand je suis allé faire des radios, je me souviens, à la Tête au Carré, ils parlaient pas du fait que j'avais une chaîne YouTube à côté. Ça avait pas de sens. J'étais juste un auteur. Et aujourd'hui, tu te fais d'abord inviter en tant que youtubeur et ensuite en tant qu'auteur. Quand j'ai signé ça, j'ai pas trop négocié, et notamment ces histoires de droits étrangers. En fait, au final, c'est ce qui, moi, m'a le plus fait vivre sur ce bouquin, c'est le fait qu'il soit vendu dans 7 langues. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais pas négocié. J'avais pas la culture de négociation, mais c'est vrai que c'est des trucs à regarder de façon attentive. Parce que, encore une fois, vous êtes auteur, et ça vaut le coup de se défendre. Il y a des très bonnes raisons pour lesquelles il faut se défendre là-dessus. Donc oui, c'est un truc, les contrats, faut les faire relire par des gens compétents. Si possible, des gens qui ont déjà édité ou des gens qui sont spécialistes du domaine. Genre la SCAM, je pense la SCAM, la société de gestion de droits appliquée aux documentaires, je pense que eux, ils ont des gens qui peuvent fournir une aide gratuite aux auteurs pour les... Ouais. En tout cas, ils le font pour la relecture de contrats dans l'audiovisuel, mais il me semble qu'ils le font aussi pour la relecture de contrats dans le bouquin. Donc ça vaut le coup. Un autre point dont on pourrait parler aussi, c'est la relation avec l'éditeur. Ouais. Est-ce que toi t'as été beaucoup relu? Est-ce qu'il t'as apporté beaucoup de corrections? Est-ce qu'il a été là sur toutes les étapes? Toi non, parce que c'était déjà écrit quand tu l'as envoyé. Mais sur la BD peut-être. Tu veux pas parler de toi d'abord? Moi j'ai pas encore de retour là-dessus. Parce que je suis en début d'écriture. Okay. Et donc j'ai pas encore eu de relation avec mon éditrice encore trop. Donc en fait je suis curieuse vraiment d'avoir ton retour là-dessus. En fait j'ai pas que 2 projets, j'ai 3 projets parce que je suis en train d'écrire un 3e livre. Okay. Le truc, c'est à chaque fois c'est différent. Donc le premier bouquin, Le coup de la girafe, il y a eu des retours, mais c'était vraiment des retours orthographiques de style, quoi. Parce que vraiment, ils ont pas du tout touché à l'esprit.
Et ils étaient complètement d'accord pour garder cette diversité de tons, parce que tous les chapitres sont complètement différents, ils ont été créés à des moments complètement différents. Et donc c'était très cool, c'est très léger, en gros. Il est sorti un petit peu comme... Ils m'ont juste demandé de faire un nouveau chapitre que j'avais déjà prévu, bah je l'ai fait, puis voilà. La grande aventure du sexe, ça a été un chouï différent. Donc là, on a été vraiment laissé tout seul avec Cola pendant 9 mois, quoi. Il y a eu des retours très très légers au début, où ils nous ont préconisé des petits trucs, mais c'était super léger. Donc voilà. Et à la fin, il y a eu des gros retours orthographiques, mais aussi quelques trucs où ils nous ont demandé de refaire les transitions. Donc là, c'était un petit peu plus intense. C'est que là, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, tu vois, donc là, il y a vraiment eu un petit peu de remaniement, quoi, sur... Bah ouais, parce que nous, on était tellement dans le projet depuis tellement de temps, on voyait plus les problèmes, quoi. Donc là, ils ont été vraiment chouettes là-dessus, en particulier Marion Amir-Gagnan, qui est mon éditrice chez Delcourt, elle a été au taquet, vraiment parfaite. Puis donc là, il y a eu vraiment pas mal de retours, ça a été une vraie période d'échange. Sur le troisième projet... donc Est-ce que tu penses que ça a amélioré la qualité du bouquin ? Largement, ouais, largement. Ouais, surtout sur les transitions et tout ça, donc en gros, ils nous ont demandé un petit peu plus de boulot pour faire le truc plus homogène. Et ouais, ça rend le truc bien. Là, le troisième projet, pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais comme je le vois, ça va être très... Enfin, l'éditeur est vraiment le même mood que moi, tu vois, il sait, on veut faire le même projet, donc c'est cool. Donc je pense que va pas y avoir trop de retouches. Je pense que ce sera plus comme le premier. Vraiment, en mode, je fais mon truc, il modifie le niveau de langage, enfin, il rajoute un petit peu de vocabulaire, parce que j'ai tendance à utiliser toujours les mêmes mots, c'est le côté un peu YouTube simple. Tout est trop simplifié. Et voilà, donc ils vont enrichir un petit peu la qualité du truc, quoi. Mais ça dépend vraiment du projet, ouais. Et de la relation qu'on a avec l'éditeur. Faut trouver quelqu'un qui est vraiment, encore une fois, la même vision, parce que sinon c'est une galère, quoi. C'est une galère. Justement, tu disais que t'avais pas beaucoup de vocabulaire quand t'écrivais parce que t'étais habitué à YouTube. Et justement, moi, une des difficultés que j'ai en ce moment, c'est de passer de 4 ans à avoir fait des vidéos sur YouTube et donc à avoir écrit pour que ce soit un texte parlé, à maintenant passer à un écrit qui va rester à jamais écrit. Et donc on perd énormément d'informations quand on fait que de l'écrit, on n'a plus le ton de la voix, on n'a plus le rythme, et donc il y a une façon, il faut ajuster son texte en fait, il faut ajuster la façon dont on écrit. C'est pas évident, c'est même dur. C'est assez dur, c'est assez dur. Passer de l'un à l'autre est dur. Une fois que t'es dans un, je trouve que ça se fait bien. T'es dans ton truc. Mais le passage de l'un à l'autre est complexe. Ouais, surtout pour le vocabulaire, effectivement. Il y a des mots qu'on n'utilise jamais en parler, mais qui existent beaucoup à l'écrit et qui sont même mieux. Enfin, c'est objectivement mieux d'avoir beaucoup de vocabulaire. Mais du coup, avoir un chouï plus que juste de la discussion parler, c'est quand même bien. Mais dans le ton aussi, c'est différent. Ouais, dans le ton, c'est plus posé, quoi. C'est plus posé. T'as pas le même rythme. Puis moi, j'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce que je l'accepte à mettre du jeu dans le texte. À être le narrateur de mon histoire. Parce qu'on nous apprend à l'école à ne jamais mettre de jeu. Mais c'est que t'as aussi toi, t'as une formation de sciences. Avec ma formation académique, c'est un peu... surtout que j'écris ma thèse en même temps. Et donc écrire sa thèse où ça doit être très neutre, très dénué de personnalité. Et écrire un livre, au contraire, on veut faire passer des émotions, on veut faire passer une histoire. Le passage de l'un à l'autre, c'est encore une autre complexité. Ouais, c'est vraiment dur. Voilà, moi, ça a été la transition a été plus facile parce que je suis passé par le blog en fait. Donc j'écrivais sur le blog un peu comme je parle, avec un chouï plus de vocabulaire. Quand on est passé au bouquin, on a encore rajouté du vocabulaire, mais finalement, ça fait une sorte de passerelle, un point médian, on va dire. Dernier point où là, moi, j'ai aucune expérience, c'est sur la promotion du livre. Et comment ça se passe entre la maison d'édition, toi, est-ce qu'il y a un autre acteur dans tout ça qu'on connaît pas? Qui c'est qui décide où est-ce que tu vas? Qui c'est qui décide les dédicaces? Est-ce que c'est de toi que ça vient? Alors, là aussi ça a été différent. Donc le coup de la girafe, encore une fois, c'était une promo très classique, parce que j'étais pas un vidéaste. D'ailleurs, j'ai complètement raté l'occasion de faire de la promo. Enfin, j'en ai juste parlé... j'en ai parlé viteuf dans une vidéo en début et puis à la fin viteuf. Enfin, nul en promo, vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Et il s'est pas des masses vendues. Et après, je me suis rappelé que je pouvais faire de la promo en décembre, donc j'ai fait une vidéo pour parler de ça en disant j'ai fait un nouveau chapitre dans le bouquin, vous pouvez avoir accès au chapitre. Mais tu vois, c'était
c'était plus de 6 mois trop tard. Donc c'était trop tard. Pourquoi ce serait trop tard? Un bouquin peut pas se vendre plus tard? En fait, le truc, c'est ça. Les ventes de livres, elles sont très temporaires. Donc tout se fait, on va dire, dans le premier mois de la sortie, quoi. Ou les 2 mois de la sortie. Mais c'est vraiment... pour des questions aussi de compétition, en fait. En librairie, tu sais, il y a les têtes d'affiche, c'est ceux qui se vendent le mieux. Enfin, et puis il y a toute une histoire de placement, si c'est sur les cubes centraux, là. Ouais. Tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, les têtes de pile. Voilà. Les cubes centraux, ça me va bien. Ça. Ouais, les cubes centraux, mais je crois que c'est têtes de pile. Et ça, c'est un meilleur placement. Encore meilleur placement, c'est sur des présentoirs. Et puis après, c'est dans les rayons. Donc là, ils sont quasiment invisibles. Et en fait, le livre qui se vend bien, il va rester pendant un temps limité sur les présentoirs, un temps limité sur les têtes de pile, et après, il va aller en rayon. Et donc, en fait, toutes les ventes vont se faire sur les premiers temps. Donc c'est le moment où il faut envoyer du pâté au niveau de la promo, quoi, le moment de la sortie. Et c'est aussi le moment où ils font... Enfin, c'est pour la plupart des livres, hein, pas tous, parce qu'il y a des livres qui se vendent sur le long terme, comme manuels scolaires et tout ça, ça marche, ou les grands classiques même. Du coup, il faut miser là-dessus. Donc le marketing est ultra chaud pour le jour de la sortie, quoi. Et en général, ils te prévoient un programme pour... tu vas faire une tournée média. Donc ils t'ont prévu des invitations dans XXX émissions radio. Ça, c'était le cas. Et puis, tu subis des interviews avec différents journalistes. Tu subis. Ouais, bah en fait, ça devient un moment, tu répètes tout le temps la même chose et tu passes tes journées à te répéter, à te raconter et tout. Et à un moment, t'as juste envie d'arrêter, en fait, de parler. T'as l'impression que ça devient inutile. Donc ça, c'est eux qui t'envoient dans toute la France? Eux, ils planifient tout. Okay. Ça, c'est la division marketing de la maison d'édition qui s'en occupe. Et donc, à l'époque, c'est vraiment le truc classique. C'est ce qui se passe dans une maison d'édition. Maintenant, tu vois, comme je suis devenu un youtubeur legit, on va dire, et ben, pour cette BD, d'ailleurs, c'est marqué Dirty Biology sur le texte, tu vois. Donc là, comme j'avais une audience, ils se sont dit, on va jouer dessus, évidemment. Et donc, on a fait un truc double. Donc, on a fait le marketing à l'ancienne, émission de radio, interview, web, papier, machin, et une interview qui va sortir dans l'Étudiant, tu vois, le journal. Et puis, de l'autre côté, moi, je me suis occupé de la promo en faisant une vidéo sur ma chaîne, qui est axée sur un des chapitres de la BD, donc vraiment en disant, les gens ont acheté ce bouquin, quoi, basiquement. Cola, de son côté, il a fait une vidéo sur sa chaîne, donc là, on a fait de la promo web. Et en plus de ça, ils nous ont rajouté des dédicaces. Mais comme Cola était pas là, j'ai décidé d'en faire que 3 parce que je trouve que c'est un peu bête de faire des dédicaces sur le dessinateur. Donc là, c'est aussi eux qui planifient toute la sortie et tout. Ils te font un agenda. Et après, tu restes quand même, tu décides quand même. Tu vois. Moi, mais c'est eux qui t'envoient ou tu dois payer ton train, tu dois payer ton... Non, ils t'envoient. Ça fait partie. Ouais, tu bosses en fait. Et en plus, tu bosses bénévolement parce que tu littéralement, tu te prends une semaine pour la truc. Donc tu ne bosses pas pendant une semaine. C'est super dur de bosser. Moi, je galérais. Je rentrais à l'hôtel le soir pour faire du montage, tu vois, mais t'es mort, donc tu peux rien faire. Donc ça, c'est... tout est pris en charge. Après, tu restes quand même le dernier à décider de si tu veux faire des dédicaces ou non. Moi, c'est pas trop mon truc, alors j'en fais pas trop. La radio, je suis très à l'aise, donc j'en redemande. J'aime bien, en plus, c'est l'ambiance radio. Tu restes quand même le mec qui décide au final de ce que tu fais. Il y a des auteurs qui veulent pas faire de promo parce que c'est pas leur truc, quoi. Parce qu'ils sont meilleurs auteurs que... que communicants. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour Hein. d'horizon. Ça fait 27 minutes. Oh, putain. On a encore fait trop long. J'ai parlé trop. Non, moi je pense que c'était intéressant. Ok. Je pense que c'est pertinent pour les gens qui se